Moi, de formation, rien ne me préparait à faire ce que je fais actuellement, hein, puisque j'ai fait une maîtrise en physique quantique. J'avais commencé un doctorat en physique quantique théorique, puis j'ai fait 2 ans de philosophie, 2 ans de pédagogie, et puis j'ai quitté l'université et je dirais pour des raisons personnelles, j'ai été confronté très jeune à des situations de jeu de pouvoir interpersonnel, et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai été vraiment confronté à une question qui était mais pourquoi et comment, malgré les meilleures intentions du monde, on peut en arriver à détruire la qualité de nos relations. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé avec ma première femme de l'époque une recherche approfondie sur les phénomènes de manipulation et de jeu de pouvoir inconscient et involontaire. Et c'est comme ça qu'aussi en 1993, j'ai sorti en langue française le premier livre qui traitait de ces phénomènes de pouvoir relationnel. Bon, depuis lors, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont traité ce sujet, mais à l'époque, j'étais le premier. Et donc, j'ai fait toute ma carrière de formateur depuis 1989 jusqu'à maintenant autour de cette thématique des jeux de pouvoir et des jeux de manipulation, non pas pour apprendre aux gens à mieux manipuler, ça c'est quelque chose que je me suis toujours refusé à faire, mais au contraire pour apprendre aux gens comment repérer au travers de quelques indices assez simples les tentatives de jeu de pouvoir sur eux, de telle sorte qu'ils puissent désamorcer un peu en faisant de l'aïkido relationnel, désamorcer les tentatives de jeu de pouvoir et ne pas être victime de ces jeux de manipulation. Et donc c'est plus tard que je me suis intéressé aussi aux jeux de pouvoir collectifs, c'est-à-dire bon dans les entreprises, les rapports entre syndicats et patronat. Je suis quand même intervenu pendant quelques années auprès du patronat français dans l'association Progrès du Management, et je me suis intéressé aussi évidemment à cette notion de manipulation des masses. Comment est-ce que le pouvoir en place peut essayer, et très souvent réussir d'ailleurs, à manipuler les masses. Et c'est un peu ça que j'avais envie de traiter parce que je dirais que actuellement je suis le spectateur un peu effaré d'une situation dont je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit aussi importante et efficace en termes de manipulation. Euh, En 2009, lorsque l'OMS a tenté un premier coup d'alerte pandémique mondiale, j'étais déjà à l'époque lanceur d'alerte. Enfin, je suis devenu lanceur d'alerte parce que je me rendais compte qu'il fallait faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser les choses comme cela. Euh, à cette époque-là, c'était extrêmement facile de percer à jour le jeu pervers de l'Organisation mondiale de la santé. C'était hyper facile. Ils avaient agité le spectre de la grippe espagnole de 1918-1919 en disant qu'ils avaient prédit, et j'ai encore les captures d'écran de l'époque, ils avaient prédit 20 millions de morts. Mais j'avais quand même vu des trucs bizarres, c'est-à-dire qu'avant même qu'on ne découvre les premiers cas de grippe porcine au Mexique, ils venaient de changer les critères de définition d'une pandémie pour les rendre beaucoup plus faciles à atteindre, de telle sorte qu'avec beaucoup moins de morts et beaucoup moins de pays touchés, on puisse déclarer une situation pandémique. Et effectivement, ils s'en sont servis puisque moins de 2 mois plus tard, le 11 juin 2009, Margaret Chan, qui était à l'époque la directrice de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré une pandémie mondiale. Et il y a eu donc toute une tentative de manipulation de l'opinion publique pour essayer de les manipuler par la peur et pour donc imposer par la suite une vaccination. Et ça a été très facile pour les quelques lanceurs d'alerte que nous étions à l'époque. Au Canada, où je suis, alors je ne suis pas exilé au Canada comme certains débunkers le disent, mais j'ai émigré de mon plein gré. Je n'ai pas fui la Belgique. Mais donc au Canada, il y avait Ghislain Langto, il y avait Andrew Moulden, qui était un médecin qui s'est retrouvé assassiné quelques années plus tard, d'ailleurs parce qu'il luttait contre la vaccination. Il y avait moi, enfin bon, il y avait quelques personnes. Et
c'était assez facile d'aller chercher dans la littérature scientifique à cette époque-là les preuves que tout ce qu'on nous racontait, c'était un fake. C'était une pseudo-pandémie. Effectivement, le virus H1N1 existait lui aussi, mais nous, ce qu'on voyait, c'était que la composition du futur vaccin était extrêmement inquiétante. Je rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas que un des adjuvants qu'ils voulaient mettre dans ce vaccin à l'époque, c'était du squalène. Du squalène, c'est de la graisse de requin, si mes souvenirs sont bons. Squalène qui avait déjà été mis dans un vaccin pour vacciner les GIs américains au moment de la guerre du Golfe, et on avait eu 250 000 maladies assez graves et invalidantes chez les GIs américains à cause du squalène. Et on nous refourguait ça en 2009. Donc, pensez bien que pour les lanceurs d'alerte que nous étions à l'époque, c'était très facile de dire, regardez, voilà les publications de GSK, voilà les publications de Merck, etc. Voilà les effets secondaires du vaccin, du squalène, pardon. Bon. Et donc, ça a été très facile pour nous d'alerter la population, de semer le doute dans l'esprit de la population, d'autant plus qu'à l'époque, les médecins et le personnel infirmier d'à peu près tous les pays déconseillaient eux-mêmes à la population de se faire vacciner. C'est-à-dire que là, c'est la première fois que j'ai observé qu'il y avait une certaine désobéissance de la part des médecins et du personnel hospitalier pour dire aux gens, écoutez, habituellement, je vous recommande le vaccin contre la grippe, mais celui-là, n'y touchez pas. Et c'était vraiment intéressant parce que les deux seuls pays où il y a eu un taux de vaccination extrêmement élevé, et j'en ai déprimé à cause de ça, c'était le Québec et la Suède. Alors, la raison pour laquelle ça s'est passé, c'est parce que dans ces deux pays-là, le ministre de la Santé a fait quelque chose de totalement illégal, c'est-à-dire qu'il a muselé les médecins en les menaçant et en leur disant si vous émettez un avis défavorable par rapport à ce projet de vaccination, vous serez rayé de l'ordre des médecins, ce qui est évidemment une atteinte extrêmement violente à la liberté de pratique et à la déontologie médicale. Et donc, et on avait même menacé les médecins au Québec, en tout cas en Suède, je ne sais pas, d'envoyer des faux patients avec des enregistreurs dans leur poche, etc., pour effectivement dénoncer les médecins. Et donc, à partir de là, ça a été le premier phénomène, les médecins n'ont plus osé dire quoi que ce soit, et il y a eu et en Suède, même chose, donc avec un taux de vaccination finalement de 58% pour le Québec, 60% pour la Suède, alors qu'en France, on était aux alentours de 7-8%, en Belgique 4%, en Pologne 0%, parce que là, la ministre de la Santé, qui était une femme médecin à l'origine, avait dit à l'OMS, vous allez d'abord m'envoyer les études d'innocuité du vaccin et vous allez me montrer le contenu du vaccin. Tant que moi, je n'ai pas ça, je ne vaccine pas ma population. Résultat des courses, il y a eu 0 campagne de vaccination en Pologne. Il n'y a pas eu plus de morts de la grippe qu'ailleurs, je dirais, et beaucoup moins d'effets secondaires. Bon, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, l'avion qui transportait la moitié du Parlement polonais a été descendu dans le ciel de l'Ukraine. Normalement, la ministre de la Santé devait s'y trouver. En dernière minute, elle n'a pas pris l'avion, mais donc la moitié du gouvernement polonais a été assassiné, je dirais, quelques mois plus tard. Ça, c'était une façon pour l'OMS de dire, bon, vous n'avez pas voulu suivre les règles, bon, ben, c'est très bien, voilà un avertissement. Il y a eu un autre point qui a fait que la population du Canada a basculé dans l'hystérie, c'est qu'à un moment donné, parce que les gens n'étaient pas très inquiets, parce qu'ils ne voyaient personne mourir autour d'eux, donc en disant, dans les médias tous les jours, on nous dit qu'on va mourir, il va y avoir 20 millions de morts, mais on ne voit personne tomber malade, qu'est-ce qui se passe? Donc on n'y croit pas. Et puis, il y a eu un point de bascule, ça a été un jeune homme de 17 ans à Toronto qui était sportif, etc., et qui est mort, bon, subitement. Et on a attribué sa mort au H1N1. Et là, du jour au lendemain,
il y a eu des files de plusieurs kilomètres de gens qui attendaient en hiver pour aller se faire vacciner avec leurs enfants, etc. Parce que tout à coup, on s'était rendu compte que même un jeune homme de 17 ans sportif pouvait être atteint du H1N1. 3 jours plus tard, le ministre de la Santé canadien, donc pas québécois, canadien, a reconnu qu'il s'était trompé et qu'en réalité, il n'était pas mort du H1N1, mais c'était trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il suffit parfois de mettre en exergue une personne qui normalement n'est pas une personne appartenant à la population à risque pour paniquer toute une population. Et donc, on a eu comme résultat 58% de taux de vaccination au Québec. Si maintenant j'en viens à ce qui nous occupe aujourd'hui, au début, moi, donc, j'ai fait ma première vidéo début février en disant sur YouTube, et c'est la vidéo d'ailleurs qui, je pense, a mis le pied à l'étrier à Sylvano, puisque c'est cette vidéo-là que tu as mise, que tu as republiée toi-même d'ailleurs. Dans cette vidéo, je disais, bon, écoutez, ils nous refont le coup d'H1N1 là, il n'y a pas de panique, on va pas s'énerver, etc. Sauf que les gens de l'OMS et les gens des instances de santé publique ont tiré les enseignements de leur échec de 2009 parce qu'ils se sont plaints. Il y a eu des audits d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu des audits, il y a eu des enquêtes pour faire ce qu'on appelle le post-mortem. Hein, ça, c'est un langage de cinéma. Mais donc, ils ont fait le post-mortem de leur campagne complètement ratée d'alerte pandémique. Et une des choses qu'ils avaient dites, c'est que ils avaient négligé le poids des lanceurs d'alerte. Et donc, ils ont créé à partir de là une commission pour s'occuper de comment mieux contrôler les lanceurs d'alerte. Et donc, ça, ce sont des documents écrits dans les rapports d'enquête et dans les post-mortem de cette pandémie en disant, la prochaine fois qu'on leur fera le coup, il faudra qu'on contrôle beaucoup mieux les lanceurs d'alerte parce que finalement, ces lanceurs d'alerte ont jeté beaucoup plus de discrédit sur la vaccination. Et ça, c'est ce qu'on a vu depuis 2009. Il y a dans la population une méfiance beaucoup plus grande par rapport à la vaccination parce qu'ils ont fait tellement les cons en alertant tout le monde et tout le monde s'est rendu compte que c'était une mise en scène. Alors, il y a quand même eu quelques réactions des médias dominants. Hein. Moi, j'ai quand même eu les droits de plusieurs émissions à la télévision suisse, à la télévision belge, à la télévision canadienne, où on me présentait à cette époque-là comme un dangereux gourou de secte qui jouait sur la peur des gens pour récupérer des adeptes dans ma secte. C'était assez intéressant parce que qui jouait sur la peur, c'était pas moi. Moi, je disais simplement, faites attention, le squalène, ça me paraît pas la meilleure idée. N'empêche que c'était moi qui étais accusé d'effrayer les gens, alors que l'OMS nous parlait de 20 millions de morts. Je dénonçais aussi les conflits d'intérêts du conseil scientifique au niveau de l'OMS. Donc, voilà, je ferme ma parenthèse, mais donc, ça veut dire que les accusations et les attaques contre les lanceurs d'alerte, ça ne date pas d'hier, mais aujourd'hui, elles sont beaucoup plus intenses parce qu'ils ont eu le temps de s'organiser. Maintenant, qu'est-ce qui est, je ne sais pas, il me reste encore peut-être 2-3 minutes là. Vas-y, Jean-Jacques, vas-y. Bon. On a du temps ce soir. Donc, qu'est-ce qui est caractéristique de la situation actuelle en termes toujours de manipulation des masses? C'est que cette fois-ci, ils ont été beaucoup plus subtils dans leur communication. C'est-à-dire que la communication, ce n'était plus caricatural du style « on va tous mourir hein », même si Bill Gates avait fait une simulation qui montrait qu'en 6 mois, une pandémie de coronavirus allait faire 65 millions de morts. Mais ils n'ont pas été aussi grossiers, je dirais, qu'en 2009. Ce qu'ils ont fait, c'est d'abord de dire « il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de morts ». Tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine, donc on laisse les frontières ouvertes, etc. Et en même temps, il donnait toutes les heures le nombre de morts d'abord en Chine, le nombre de cas, le nombre de morts en Chine, tous les jours, toutes les heures, et c'est devenu le seul et unique sujet traité par les médias. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les jeux de pouvoir, et ça je l'enseigne à tous mes étudiants dans l'enseignement de la dynamique relationnelle systémique, qui est l'approche que j'ai créée avec ma première femme, donc entre 83 et 89.
c'est qu'en fait, on a envoyé un double message. Donc, le message explicite, c'est-à-dire le message qui était dit, c'est rassurez-vous, il n'y a pas de danger, dormez bien, jeunes gens, ou dormez bien, messieurs, dames. Et le message implicite, c'est oui, mais quand même, si on vous donne quand même le nombre de morts toutes les heures, quoi. Hein, voilà. Et donc, ça met. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, c'est un peu comme si je vous disais merci, hein, les gars. Mais merci hein, pour votre participation à ce truc-là. C'est franchement là, bravo. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le message explicite qui dit merci, mais l'implicite, le non-verbal, dit que je suis fâché. Mais là, si je joue sur l'ambiguïté, vous allez vous demander est-ce que c'est du lard ou du cochon? Hein? Est-ce que et d'ailleurs même un système informatique est incapable de gérer à la fois un système 1 et un système 0. Bon, quand j'étais chercheur en physique, j'ai fait beaucoup de programmation Fortran à l'époque. Hein, c'était une programmation complètement archaïque, mais bon, à l'époque, on avait que ça à peu près. On avait le Pascal et le Fortran. Quand je faisais une programmation Fortran et que je disais A égale 0 et puis un peu plus loin, dans une boucle A égale 1, eh ben, mon ordinateur commençait à boucler et il n'y avait plus moyen. Il fallait juste faire escape parce que l'ordinateur disait, oui, mais attends, est-ce que A égale 1 ou est A égale 0? A égale 1 ou A égale 0? Et donc là, l'ordinateur est perdu. Eh bien, c'est la même chose pour les êtres humains. Quand vous leur dites quelque chose et son contraire, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, mais on vous donne quand même le nombre de morts toutes les heures, ça crée un court-circuit dans le mental des personnes. C'est-à-dire, ils se disent, oui, mais attends, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Ah ben non, il m'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ah oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il me parle des morts tout le temps? Ah oui, mais il m'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Ah oui, j'ai vu Macron quand même sortir au théâtre avec sa femme le vendredi soir. Et puis, on peut aller voter, donc il n'y a pas de problème. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on continue à nous parler? Vous voyez ce que... Donc, ça a été très, très subtil. Ça a été... Moi, je dois dire, si je devais décerner cette année un prix Nobel de la manipulation, je le donne, mais sans hésiter, aux médias dominants, aux instances de santé publique et à l'OMS. C'est clair, ils ont fait un travail extraordinaire. Ça, je le dis en tant que spécialiste des jeux de pouvoir, ils ont fait très fort. Ils m'ont impressionné, mais positivement, dans le sens où ils ont fait un travail remarquable. Et à partir de là, à partir du moment où on était dans cette incapacité à décider ce qui était vrai, en plus du fait qu'il y a eu des faux lanceurs d'alerte, hein, comme l'a dit Silvano tout à l'heure, où là, on ne pouvait même plus se fier d'une part sur le discours dominant et puis les lanceurs d'alerte, puisque, comme le disait Idriss Aberkan il y a quelques semaines dans une interview, c'est beaucoup plus difficile de détecter une demi-vérité que de détecter un mensonge. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Les médias dominants donnaient des demi-vérités, donc il y avait certaines choses vraies, mais certaines choses fausses, et puis les faux lanceurs d'alerte donnaient l'autre facette avec un demi-mensonge et une demi-vérité. Donc, on pouvait leur faire confiance puisqu'ils disaient le contraire des médias. Sauf qu'ils disaient tous les deux des mensonges, mais avec chaque fois des demi-vérités. Mais comme le dit Idriss Aberkan, une demi-vérité, c'est toujours un mensonge. C'est jamais une vérité. Donc, à partir de là, la population s'est trouvée dans une situation à ne plus être capable de décider ce qui était bon pour elle. Et à partir de là, et je pense que ça, c'était mon analyse, il était possible de faire n'importe quoi. Donc ça, c'est ce que j'appelle le troisième niveau de la relation. Donc premier niveau, message explicite. Deuxième niveau, message implicite, qui est totalement inverse du message explicite. Et une fois que je mets la personne dans la confusion mentale, je peux avoir un projet sur elle. Donc, je peux lui faire, je peux lui faire dire, je peux lui faire ressentir, je peux lui faire penser ce que je veux contre son gré et à son insu. Et c'est comme ça. Ça, c'est le phénomène de base de la manipulation de n'importe qui. J'envoie un double message, donc une double injonction, une injonction paradoxale, comme le dit l'école de Palo Alto. Mais une fois que j'ai envoyé ça, boum, la personne a perdu les repères et je peux lui faire ce que je veux. Donc, je peux lui demander de se confiner. Elle va le faire parce que elle est débranchée. L'ordinateur continue à tourner. Oui, mais est-ce que c'est 1 ou 0? Est-ce que c'est 1 ou 0? Est-ce que c'est 1 ou 0? Et la plupart des personnes, peut-être même parmi celles qui nous écoutent aujourd'hui, sont encore dans ce bug informatique. Est-ce que c'est 1 ou 0? Mais finalement, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un virus? Est-ce qu'il vient d'un laboratoire? Est-ce que c'est volontaire? Mais on s'en fout de tout ça.
Ce qui se passe, c'est vous êtes dans la confusion mentale et pendant ce temps-là, on peut vous demander de tuer votre commerce, de tuer votre petite et moyenne entreprise pour lequel vous vous êtes battu pendant 20, 30 ans. Eh bien, du jour au lendemain, vous arrêtez votre restaurant, vous arrêtez votre salon de coiffure, vous arrêtez toutes les choses qui faisaient du sens dans votre vie. Vous êtes capable d'accepter le confinement. Vous êtes capable de vous donner à vous-même une attestation alors que c'est quelque chose de totalement illégal sur le plan juridique. Vous êtes capable du jour au lendemain de plus avoir confiance dans votre corps et l'intégrité de votre système immunitaire. Vous êtes capable de vous méfier de la moindre personne, de sursauter même lorsque vous avez quelqu'un, etc. C'est-à-dire que nous avons été mis en situation de sidération, c'est le terme psychologique exact. Nous sommes en sidération. Et ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, et je terminerai par ça parce que je pourrais encore en dire beaucoup, évidemment, mais je vais laisser la place à Tal maintenant. Mais dans cet état de sidération, ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est que même si nous sortons du confinement demain, si nous ne sortons pas du confinement mental, c'est-à-dire si nous restons encore dans ce bug, oui, mais est-ce que c'est du lard ou du cochon, est-ce que c'est du lard ou du cochon, etc. Eh bien, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que là, nous sommes définitivement emprisonnés, et donc là, nous serons prêts à accepter n'importe quoi, c'est-à-dire le traçage numérique, c'est-à-dire le dépistage, c'est-à-dire la vaccination, c'est-à-dire le port du masque obligatoire, c'est-à-dire la distanciation sociale, etc. C'est-à-dire, et ça, c'est ce que Naomi Klein explique dans la stratégie du choc, c'est qu'une fois que nous sommes sidérés, eh bien, on va accepter n'importe quoi parce que on n'est plus là. C'est les Tibétains qui disent, et je terminerai par ça, lorsque le maître a quitté le temple, les crapauds peuvent l'envahir. Et le maître est le symbole de la conscience pour les Tibétains. Donc, en fait, une fois que notre conscience a quitté notre corps, eh bien, les crapauds peuvent l'envahir. Et ces crapauds, c'est quoi? C'est tout ce qu'on nous fait faire maintenant à notre insu, contre notre gré. On est en train de nous voler, on est en train de nous cambrioler, véritablement. On est en train de nous enlever des milliards d'euros au profit des milliardaires. Je pense que c'est Silvano qui disait, juste pour le mois de mars, les milliardaires, la fortune des plus grands milliardaires a augmenté de 282 milliards au mois de mars de cette année. Donc, c'est pas tout le monde. Et à côté de ça, il y a des gens qui commencent à mourir de faim. Mais voilà. Donc, la clé de notre prison se trouve à l'intérieur, mais si nous ne sortons pas de cette sidération, on risque d'avoir effectivement des choses que nous allons accepter collectivement et qui vont être un véritable carnage au niveau de nos libertés. Voilà, je m'arrête là.